All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Rebonjour à toutes et à tous. Rebonjour, monsieur le procureur adjoint. Je voudrais, au nom de la Chambre, chaleureusement saluer la présence de son Excellence Madame la ministre Rose Mutombo, ministre de Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un État parti qui est très important pour la CPI pour deux raisons, à mon avis. D'abord, pour la coopération. Nous entretenons une très bonne coopération avec cet État. C'est pour cela que Madame la ministre est ici. Et deuxièmement, sur le plan symbolique. Parce que, comme vous le savez, l'article 126 du statut de Rome dit que le statut entre en vigueur le premier jour, 60 jours après les dépôts de l'instrument de ratification par le 60e État. Et en ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo avait déposé son instrument de ratification le 11 avril 2002. Et si vous faites le calcul, 60 plus 60 jours et le premier jour après, c'est le 1er juillet 2002, le statut de Rome est entré en vigueur. Et sur le plan symbolique, nous saluons donc la République démocratique du Congo également. Mais je n'oublie pas, parce que M. le procureur adjoint est ici, que le premier État à avoir ratifié le statut de Rome, c'est le Sénégal. À tout seigneur, tout honneur. Voilà. Nous revenons donc à nos moutons. Je vais passer la parole au bureau du procureur pour la suite des conclusions finales. Monsieur le procureur adjoint, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Avant de repasser la parole au premier substitut, M. Duterte, je voudrais signaler le renforcement de notre bureau par la présence du procureur Karim Khan, donc, qui vient d'arriver et donc qui a tenu à être présent à cette audience de conclusion finale. Je vous avais aussi signalé que Mme Diane Lupin, qui a été part du procès, nous rejoindrait à présent, ces choses faites. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le procureur adjoint. Évidemment, c'est un honneur pour nous d'avoir dans cette salle d'audience Monsieur le procureur lui-même. Monsieur le procureur, la Chambre vous salue très chaleureusement. Et nous prenons note également de la présence de Mme Luping. Maître Nsita, je vous vois debout. De quoi s'agit-il? Oui, Monsieur le Président, je vous remercie de me passer la parole. Comme nous l'avons annoncé au début de l'audience, que notre confrère Maître Sédou Doumbia nous rejoindra en cours de la session. Donc, il est parmi nous depuis la première session. Malheureusement, je n'ai pas voulu interrompre Monsieur le procureur qui présentait sa cause. Et je profite de l'occasion maintenant pour présenter Maître Sédou Doumbia. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Sita. Au nom de la Chambre, je salue la présence de Maître Doumbia que je vois debout. Maître Doumbia, vous avez la parole si vous voulez vous exprimer. Président, je vous remercie pour cette parole. Je vais justement pas déroger à la tradition de saluer toutes celles et ceux présents à cette audience. Je ne voudrais pas citer de nom au risque d'en oublier. Je vous remercie très sincèrement pour la parole. Je suis très heureux de vous voir. Merci.
Merci beaucoup, Maître Doumbia. La parole est au bureau du procureur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, juste avant la pause, j'évoquais le fait que Alassane, l'accusé, était un personnage important, voire même central, de la police islamique. Alors précisément, que fait-il au jour le jour, Alassane, à la police islamique? Il reçoit les plaintes, il gère les patrouilles depuis son bureau, il patrouille lui-même, il convoque, il fait des arrestations, il interroge des personnes arrêtées, il écrit des rapports en consignant, le cas échéant, l'emploi de la torture. Il écrit les décisions de renvoi au tribunal. Il y apporte ses rapports et y transporte les prisonniers. Il ramène ensuite ces derniers en prison et visite parfois la prison, l'inspecte. Et comme on l'a vu, et on le reverra encore, il prend sa part à l'exécution des sévices et châtiments violents assénés aux victimes. Et en plus de tout ça, il fait la communication pour la police et Ansardine Hakmi en donnant certaines interviews. Toute chose, Monsieur le Président, Mesdames les juges, qui participe de la mise en œuvre du dessein commun d'Ansardine et d'Hakmi, consistant à contrôler la population et lui imposer sa vision idéologique et religieuse. En résumé, du début à la fin, Alassane est personnellement impliqué dans toutes les tâches, je dis bien toutes les tâches, remplies par la police islamique dans la répression des habitants. Et comme tel, Alassane est une pièce importante du système global de persécution mis en place par Ansardine et Hakmi, lequel système reposait sur les institutions mises en place, dont la police, le tribunal et la Hesba. Je l'ai annoncé, Alassane gère les interventions depuis son bureau. J'en veux pour preuve une vidéo du 5 octobre 2012, filmée dans les locaux du gouvernorat, qui est le second siège de la police islamique, comme vous le savez. Alassane y déclare en arabe, je cite la traduction faite en français, ouvrez les guillemets, il y a des voleurs du côté de Bir. Maintenant, les gens nous appellent. Ils ont dit qu'il faut les arrêter. Il a dit qu'il y avait des voleurs et les gens ont attrapé des voleurs du côté de Bir. Je vais vous montrer cette vidéo, sans la traduction puisque je viens de le dire, où on voit Alassane, le talkie-walkie à la main, un téléphone dans l'autre main,
manifestement en train de gérer ce qu'on appellerait une permanence de la police. C'est le document 11 sur la liste des exhibits. Vous voyez cet extrait à l'écran et je le joue. في لصوص في جهة بيرة الآن قالوا يتصلوا علينا قالوا لازم نقبضوا عليهم. يقول لك في لصوص الشعب قابض على لصوص في جهة بيرة. Alassane poursuit ensuite, Monsieur le Président, Mesdames les juges, en soulignant bien que les gens ont appelé son numéro à lui. C'est dire s'il est connu, Alassane. Et je cite à nouveau la traduction de l'extrait suivant, de la langue arabe vers le français. Ouvrez les guillemets. Des voleurs, je vois qu'il y a un petit problème de traduction. Je vais répéter. On voit ensuite Alassane qui poursuit en indiquant qu'il a été appelé sur son numéro. Et il dit, je cite, ouvrez les guillemets, des voleurs, il paraît que des voleurs ont volé du bétail du côté d'Arabella, un peu loin d'ici, à peu près 60 km. Ils les ont ramenés au souk de Bir. Les gens les ont arrêtés et nous ont appelés. Ils ont appelé ici à mon numéro. Fin de citation. Je passe ce second extrait sans traduction puisque je viens de dire les propos d'Alassane. سارقين قالوا اللصوص سارقين بعير بعدد من البعير في جهة أرابيلا وراء النهر في جهة بعيدة شوي ممكن 60 كيلو وجايبينهم من السوق بير عشان يبيعوهم على العرب يرفعهم في كمان يمشوا بهم الجزائر يبيعوهم واللصوص تم القبض عليه من الشعب قبض عليهم واتصلوا هم اللي اتصلوا الآن قالوا نمشي لهم سيارة عشان يجيبوهم اللصوص. C'est assez explicite et on constate au passage, Monsieur le Président, Mesdames les juges, que le rayon d'action de la police est assez élargi sur le plan géographique puisque ça va jusqu'à au moins Ber. Alors, je sais que la défense a pu prétendre au cours de cette affaire que M. Alassane n'est qu'un interprète, mais en regardant ces images, je ne pense pas partager l'avis de la défense. Alassane patrouille également lui-même. Le témoin P641 vous l'a expressément dit. Et du reste, Alassane l'a admis. Alassane, comme je l'ai annoncé, fait aussi des arrestations. Là encore, le témoin P641 mentionne qu'Alassane arrête les gens. Et Alassane accusé lui-même l'a admis. Alassane convoque, je l'ai dit, et à titre d'illustration, voici une convocation datée du 3 septembre 2012
qui porte le tampon de la police islamique et la signature d'Al-Hassan, tel que, là encore, il l'a admis lui-même. Vous voyez sur votre écran cette convocation avec le tampon bleu en bas au milieu et la signature de l'accusé inscrite par-dessus. Al-Hassan interroge et il n'y a pas de contestation possible à ce sujet. La preuve abonde, Monsieur le Président, Mesdames les juges. On a un rapport qui l'atteste. Un rapport daté assez tôt au cours de l'occupation, puisqu'il porte la date du 23 mai 2012. Et il est signé par Al-Hassan en qualité, je cite, d'enquêteur. C'est ce qui figure en bas à gauche du document avec la signature d'Al-Hassan en dessous. Je vous le montre. Vous voyez ce document et effectivement, tout à gauche, il est marqué « enquêteur ». Al-Hassan a reconnu que c'est son écriture et sa signature sur ce document. Et différents témoins confirment qu'Al-Hassan fait des interrogatoires. Par exemple, D0605, qui est un témoin appelé par la défense elle-même. Il a donné des détails précis concernant une affaire de viol où Al-Hassan a conduit l'interrogatoire. Mais c'est également confirmé par les témoins de l'accusation P114, P626 et P582. Al-Hassan gère les patrouilles, Al-Hassan patrouille, Al-Hassan convoque, Al-Hassan interroge, Al-Hassan rédige et signe tous les rapports de la police islamique, en mentionnant au besoin l'usage de la torture. Vers mai 2012, un Tombouctien est arrêté par la police pour vente et consommation d'alcool et parce qu'il était en présence d'une femme avec laquelle il n'avait pas de lien de parenté. On a évoqué cette affaire dans cette salle. Al-Hassan a précisé aux enquêteurs du bureau du procureur que ce Tombouctien est détenu environ 2 mois. Et il est torturé pour lui faire avouer le nom de la personne qui lui a fourni l'alcool. C'est écrit en toutes lettres par Al-Hassan, qui rédige et signe le rapport de la police à cet effet le 16 juillet 2012. Al-Hassan note spécifiquement que l'individu en question a été, ouvrez les guillemets, interrogé et torturé, mais en vain. Fermez les guillemets. Je vous montre brièvement ce document et sa traduction qui correspond à l'item 14 de notre liste. Et vous voyez effectivement sur le document de droite, vers le milieu, il est écrit « He was interrogated and tortured ». Il a été interrogé et torturé, mais en vain.
2 témoins de l'accusation ont reconnu le tampon de la police islamique et la signature d'Alassane. Alassane lui-même a du reste reconnu qu'il a écrit et signé ce document. Le fait est, Monsieur le Président, Mesdames les juges, que l'usage de la torture dans cette affaire n'est pas un acte isolé. Un témoin de l'accusation a souligné que la police a recours à la torture dans certains cas. Un autre témoin, le témoin P0004, mentionne le cas d'un individu dont je tais le nom par mesure de sécurité, qui a été emmené dans un endroit avec les yeux bandés, où il a été suspendu et battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et Alassane nous explique les cas d'usage de la torture par la police. Il l'a fait aux enquêteurs du bureau du procureur. Il a dit que si une personne refuse de confesser les faits, dans une affaire concernant des biens publics ou de l'argent, il faut, je cite, ouvrez les guillemets, il faut lui faire sortir la vérité, fermez les guillemets. Chacun pourra apprécier la litote. Alassane continue en disant que si le suspect ne fait pas des aveux après avoir été avisé de le faire et qu'on lui a montré la preuve, il faut, je cite, ouvrez les guillemets, il faut la menace, normale comme menace, on va vous faire ça, on va vous torturer. Fin de citation. Alassane poursuit en disant, ouvrez les guillemets, s'il n'admet pas la menace, il faut le torturer, tabassant la personne, frapper la personne. Fin de citation. C'est assez explicite, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Alors, Alassane a certes essayé de minimiser son rôle dans la rédaction des rapports de la police. Il a prétendu que les chefs de la police et Abu Tsar font aussi des rapports. Mais rien, absolument rien ne confirme ces propos. L'accusation a saisi de nombreux documents signés ou non signés à la BMS et à l'hôtel La Maison. La BMS étant le siège de la police, l'hôtel La Maison, le siège du tribunal. Tous les documents de la police signés par l'accusation, que l'accusation a pu saisir, je dis bien tous les documents signés que l'accusation a pu saisir, portent la signature d'Alassane. Aucun rapport ne porte la signature de Khaled, un des émirs de la police, ou d'Abu Dar. Notre expert en documents P621 n'a relevé aucune trace de manipulation frauduleuse sur ces rapports. Et l'expert en signature a indiqué qu'il peut être établi que les signatures sur 28 rapports pourraient avoir été tracées par Alassane.
Alassane rédige donc tous les rapports et il fait aussi les renvois des affaires au tribunal. On le voit tout au long de la chaîne. C'est le cas pour l'affaire de consommation d'alcool que je viens de mentionner, où la torture est expressément citée. Mais Alassane le fait dans toutes les affaires. Adultère, trafic de cigarettes, pratique de la magie, affaires matrimoniales, contact entre hommes et femmes, et j'en passe. On a en tout, et nous avons versé cela en annexe numéro 2, je crois, à nos conclusions finales, on a en tout 39 rapports de la police avec renvoi au tribunal fait par l'accusé, M. Alassane. Et j'ai dit qu'on voyait M. Alassane tout le long de la chaîne de répression. On le voit effectivement lors de l'exécution des châtiments prononcés par le tribunal. Et je vous avais montré tout au début de mes réquisitions la vidéo du 16 juillet 2012. Dans laquelle Alassane assène des coups de fouet à deux pauvres individus. Et ce n'est pas le seul exemple. En voici d'autres, Monsieur le Président, Mesdames les juges. On en a un exemple filmé au marché d'Yobutao, au centre de Tombouctou, le 14 juillet 2012. Abou Bakar, surnommé Faroun, Radouane, Tala et Alassane sont présents sur place. Ce jour-là, Alassane escorte le condamné. P653, l'expert en identification faciale, a confirmé que c'est Alassane sur l'image. D'autres témoins factuels vont dans le même sens. Je me permets de passer cette vidéo qui est assez courte et qui est l'item 38 de notre liste d'exhibits d'aujourd'hui. L'item 17, pardon. Non, 48. Nous voyons là Abou Bakar asséner les coups. À droite, avec le turban rouge, on voyait Radouane. Derrière, avec un boubou rouge, on voit Abou Tala, chef des bataillons de sécurité. Et Alassane va apparaître dans l'écran en venant de la gauche. On voit Alassane en beige de profil. Il prend la victime qu'il va ensuite convoyer vers la voiture de la police islamique. Et vous n'avez pas manqué, Monsieur le Président, Mesdames les juges, d'entendre au son la violence des coups assénés.
Un autre exemple, Monsieur le Président, Mesdames les juges, on est là à la mi-octobre 2012. La scène se déroule près de l'hôtel Azalaï. C'est une exécution à mort. Ça aussi, ça a été filmé, puisque Ansardine et Hakmi ne sont pas avares en publicité. La police et d'autres hommes font un cordon de sécurité. Alassane est là, présent. Des témoins, tels que P65, l'ont reconnu. Alassane a un turban sur la tête de couleur safran. Il porte la veste de la police islamique. Il a une Kalachnikov à l'épaule. Notre expert en balistique, Xavier Laroche, l'a confirmé. Et je vais vous montrer une capture d'écran qui montre Alassane de face, près du véhicule de la police islamique, qui porte le slogan d'Hakmi sur la vitre, arrière droite. C'est l'item 64 de la liste. Vous voyez donc Alassane avec la fameuse veste bleue de la police islamique qui s'éloigne du véhicule. Le condamné est tout naturellement en état de choc. Il chancelle quand il marche. C'est sa dernière heure. Et qui va l'escorter à l'endroit où il va faire sa dernière prière? C'est Alassane. Et je passe l'extrait qui se passe de commentaires, qui est l'item 67 de la liste. Puis, un membre du bataillon Tariq Ibn Ziyad va tirer dans le dos de la victime, mais il ne va pas mourir sur le coup. Comme si cela ne suffisait pas, il va encore agoniser longuement. Autant vous dire que tout cela a saisi d'effroi et glacé le cœur de tous les Tombouctiens et de tous les Tombouctiennes. Dernier exemple que je vous montre, un mois plus tard, on est aux alentours du 29 novembre 2012, au marché de Yobutao, au Triangle, non loin de la BMS, Banque malienne de solidarité. Ce jour-là, ce sont 3 couples qui sont flagellés pour adultère. Et ce ne sont pas moins de 600, je dis bien 600 coups de fouet qui sont donnés ce jour-là. Alassane avait établi le rapport de police pour l'un des couples, les 2 autres venaient de la Hezba. Il a reconnu avoir rédigé et signé ce rapport.
et c'est corroboré par notre expert en signature P0620. Nous vous avons déposé au dossier une photographie de cet événement, vous vous en souvenez, Monsieur le Président et Mesdames les juges. Elle montre Alassane sur le lieu des faits. Plus exactement, on voit sa tête qui dépasse de l'épaule d'une des victimes. Et il a été reconnu par 4 témoins, dont P654, P638 et P582. Il a du reste lui-même admis que c'était lui sur la photographie et qu'il avait aussi donné une partie des 600 coups de fouet ce jour-là. Je vous montre cette image qui est à la liste au numéro 74. J'ai un problème technique, je vous montre ça tout de suite. Et donc vous voyez cette photographie avec la tête de M. Alassane qui dépasse de l'épaule de la victime. On le voit ici. Sur la même photo, on voit Abu Dar et un autre membre de la police islamique. Laissez-moi, à ce stade, citer, Monsieur le Président, Mesdames les juges, le témoin P65. Cela illustre assez bien toutes les images que je vous ai montrées. P65 explique, je cite, en anglais, dans toutes les activités de la police islamique, nous voyons qu'Alassane était présent et supervisait les activités. Quand on voit tout cela, Monsieur le Président, Mesdames les juges, il n'est pas étonnant que le numéro personnel d'Alassane ait trôné à l'époque en bonne place sur le fronton de la police islamique à la BMS. Le 79 26 23 92. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai passée où Alassane disait que les gens l'avaient appelé sur son numéro pour un vol à Bir. Et je vais vous montrer une image qui l'illustre et qui a été versée au dossier. Si j'arrive à faire défiler vers le bas. On voit le fronton de la police islamique à la BMS et dessous, très exactement ici, le numéro personnel d'Alassane. Et comment sait-on que c'est son numéro personnel ? Parce que cela ressort de ses propres déclarations et parce que cela ressort des Call Data Records dans lesquels ce numéro lui est personnellement attribué. Au passage, je souligne que
il y a 588 appels entre ce numéro qui appartient à Alassane et le juge Ouka Ouka. Il y a 241 appels entre ce numéro et le téléphone d'Adama, premier chef de la police islamique. Il y a 225 appels entre ce numéro et celui de Sanda Oulboumama, le porte-parole d'Ansardine. « 66 appels avec Mohamed Moussa, 21 avec Yahya Abou al-Haman, le chef du bataillon Al-Fourqan. En soi, ça le montre l'intégration et les connexions d'Alassane avec des acteurs importants de la répression à Tombouctou en 2012. Et il n'est pas non plus étonnant, au regard de toutes ces données, qu'Alassane soit considéré par beaucoup comme le commissaire. De nombreux témoins le disent, et pour cause, le commissaire Alassane est omniprésent et s'occupe de tout. Le commissaire Alassane est si zélé, il fait tant et si bien aux yeux des chefs des groupes Ansardine et Acmi qu'il devient l'émir de la police islamique vers fin 2012, début 2013. C'est au moment de l'attaque lancée par Ansardine et Acmi sur Konna et Diabali, à laquelle Khaled, le second chef de la police islamique, est parti prendre part, laissant la place vide. Un témoin appelé par l'accusation confirme en effet qu'Alassane a pris du galon et est devenu le chef. Mais surtout, la défense a elle-même appelé un témoin qui l'a dit. Je fais référence au témoin D0605. Il a explicitement témoigné devant vous en salle d'audience qu'Alassane était le chef de la police après Khaled, un témoin de la défense. On l'a vu, l'accusé traite souvent avec le tribunal, et aussi bien, Monsieur le Président, Mesdames les juges, permettez-moi de développer quelques éléments sur ce tribunal qui fait l'objet d'une charge pour lesquelles Alassane est poursuivi. Le tribunal est installé à l'hôtel La Maison, dans le quartier Abaradjou. Il est présidé par Ouka Ouka. Ce n'est pas un tribunal régulièrement constitué, Monsieur le Président, Mesdames les juges, assorti de garanties généralement reconnues comme indispensables pour un procès équitable. Le tribunal est, tout comme la police, le bras armé d'Acmi et d'Ansardine, ces deux groupes n'ont pas pour objectif de mettre en place un mécanisme de justice indépendant et impartial. Ansardine et Acmi ont établi le tribunal comme
outil pour donner une apparence de légitimité à leur action et asseoir leur pouvoir et vision idéologique et religieuse sur la population. Et ce, par tout moyen, y compris par le prononcé de châtiments corporels parfois irréversibles. Et par exemple, un témoin a expliqué qu'Hans Sardine et ACMI espéraient un cas qui répondrait à leurs yeux aux critères requis pour l'amputation et qu'ils ont été heureux de pouvoir enfin le faire avec le cas de Dedeu Maïga, sur lequel on reviendra. Autrement dit, le tribunal était une façade qui cachait le fait que les principaux membres d'Hans Sardine et d'ACMI prenaient les décisions en toute entente avec Uka Uka et l'implication de ce dernier. Ce tribunal ne présente aucune garantie d'indépendance. Laissez-moi développer ce point rapidement. C'est patent. Le tribunal est largement composé de membres ou sympathisants d'ACMI qui exercent pour la plupart des fonctions exécutives au service de leur vision et instrumentalisent constamment et systématiquement le tribunal à cette fin. Je fais référence notamment à Abdallah Al-Chinguetti, Kouteba, Radouane ou encore Mohamed Moussa. Mais commençons par le juge-président lui-même, Uka Uka. Uka Uka a été choisi car ses idées religieuses étaient conformes à celles d'Hans Sardine et d'ACMI. Et il fait cause commune avec eux. Lors du meeting à l'hôtel Boutou, début avril 2012, avec Iyad Agrali et Abou Zaïd, Uka Uka était d'accord pour coopérer avec eux. Un témoin dans cette salle a même rapporté que Uka Uka a prêté allégeance à ACMI. Prêter allégeance, c'est s'engager à obéir. Toute chose contraire à l'indépendance. Et d'ailleurs, vous avez au dossier une photographie prise lors d'une réunion en octobre 2012 à Tombouctou, pas loin de la mosquée de Djingar Hébert. C'est une réunion entre Hans Sardine et ACMI et des habitants, dont le comité de crise. Et Uka Uka est assis là, aux côtés d'Abou Zaïd, de Radouane, de Sanda Ouboumama, d'Abdallah Al-Chinguetti et d'Al-Mahdi. Si on voulait une preuve de caution et de soutien de Uka Uka au groupe, il n'y en a pas de meilleure. Uka Uka applique purement et simplement le dessein d'Hans Sardine et d'ACMI à Tombouctou. Et d'ailleurs, je vous montrerai une image qui ne trompe pas. Tout à l'heure, le drapeau d'ACMI flotte au-dessus de sa tête dans la salle du tribunal qu'il préside. Mais il n'y a pas que Uka Uka qui est dénué de toute indépendance.
Dans le tribunal, il y a 2 membres seniors d'Al-Qaïda, Abdallah al-Chinguetti, qui fait partie de la présidence de Tombouctou avec Abou Zaïd et Yahya Abou Alaman, et il y a Kouteba al-Naoman, juge d'Aqmi et membre du bataillon Al-Forkan. Ces 2-là, on le sait, ont une influence majeure sur l'activité et les décisions du tribunal. 2 témoins, un témoin de la défense D0202 et un témoin de l'accusation P0626, notamment, ont témoigné à ce sujet. Mais il y a aussi Radouane au tribunal, qui est du bureau des médias et qui exécute des sanctions. Il y a Mohamed Moussa, 2e chef de la SBA. Plus encore, on sait que Iyad et Abou Zaïd intervenaient dans les décisions du tribunal. Notamment, Abou Zaïd intervenait dans l'exécution des jugements de Houdoud, comme on le verra. Alors le tribunal n'est pas indépendant, mais il ne respecte pas non plus les garanties processuelles minimales exigées selon les standards du droit international. 1. Pas d'accès au juge pour contester la décision de détention provisoire à la police. 2. Caution et accord du tribunal pour l'usage de la torture. 3. Comportement intimidant des juges. 4. Pas de facilité pour préparer sa défense et absence totale de l'avocat pour assister les accusés. Or, les conséquences physiques et corporelles sont lourdes. 5. Procédure expéditive. 6. Pas de respect du droit de ne pas s'incriminer soi-même. 7. Plus généralement, violation de la présomption d'innocence. 8. Application rétroactive des règles. 9. Et cela s'entend du droit pénal. 9. Punition arbitraire prévue nulle part. 10. Pas de possibilité de faire appel. J'en passe, mais comme vous le voyez, ça commence à faire beaucoup. Je prends juste 3 aspects très rapidement. Le tribunal cautionne et autorise l'usage de la torture. Vous vous souvenez de l'affaire d'alcool dans laquelle la torture a été utilisée par la police et j'ai montré le rapport signé par Alassane et rédigé par lui. Eh bien, dans cette affaire, le tribunal a, en toute connaissance de cause, condamné le Tombouctien concerné à 40 coups de fouet, sachant qu'il avait parlé, ou plutôt refusé de parler, sous la torture.
Mais plus encore, le tribunal ne fait pas que cautionner et entériner l'usage de la torture. Il l'autorise, il l'encourage lors des interrogatoires des suspects. Le témoin 626 a témoigné à ce propos. Et Alassane, l'accusé, explique comment les choses se passent. Il a expliqué aux enquêteurs du bureau du procureur que la police contacte le tribunal quand il souhaite torturer quelqu'un, et cela peut être autorisé. Et ceci peut se faire soit par téléphone, mais également par écrit, visiblement à l'initiative même du tribunal. Et j'en veux pour preuve la version manuscrite d'un jugement retrouvé à l'hôtel de la Maison, qui est le document 98 et 99 de la liste des exhibits, que je vais me contenter de lire sans le montrer par souci de temps. Ce jugement mentionne, je cite, ouvrez les guillemets, The suspect. Le suspect sera maintenu dans un lieu de détention pour la durée de l'enquête. La police étant autorisée à recourir à tout moyen de pression dans les limites de ce qui est humainement tolérable. Fin de citation. Ça laisse beaucoup de marge pour les exactions de la police, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Pas de garantie processuelle, je l'ai illustré par l'usage de la torture. Le deuxième aspect sur lequel je vais m'approfondir rapidement, c'est que les justiciables n'ont pas les facilités nécessaires pour préparer leur défense. Et elles comparaissent au tribunal sans avocat. C'est le cas de tous les individus condamnés par le tribunal à Tombouctou en 2012, que ce soit pour pratique de la magie, port de talisman, fréquentation des hommes, ou toute autre violation de ces nouvelles règles et interdits imposés par Ansardine et ACMI. Personne n'a les moyens de se défendre, personne n'a d'avocat, et il faut imaginer ce que ça signifie quand on est au tribunal. Et je vais vous montrer une photographie tirée d'un documentaire télévisé, pris au siège du tribunal. On y voit le juge président Ouka assis sur le tapis rouge du tribunal entre deux kalachnikovs, tout à côté du drapeau noir d'Al-Qaïda. Ce n'est pas de nature à inspirer confiance aux justiciables, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Item 75 sur notre liste. Vous voyez Ouka en blanc, une kalachnikov à droite, une kalachnikov à gauche. Image peu commune d'une juridiction. Troisième exemple parmi d'autres de non-respect des garanties procédurales.
un témoin de l'accusation a affirmé que la procédure du tribunal était inadéquate en termes d'examen de la preuve et même de traduction. C'était dans cette salle, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Je vous rappelle ces propos, et je cite, ouvrez les guillemets. Donc, la façon dont les enquêtes étaient menées était très simple et primitive. Il suffisait à la police de dire « Nous avons attrapé cette personne qui essayait de commettre un vol ». Lorsque le juge demandait « Est-ce que vous réellement, étiez-vous réellement en train d'essayer de commettre un vol lorsque vous avez été arrêté ?» Il suffisait qu'il soit un petit peu hésitant ou qu'il parle de manière pas très convaincante pour que les juges les condamnent sur la base de la déclaration de la police. Fin de citation. Autrement dit, les suspects pouvaient être trouvés coupables sur la seule base du rapport de police, et on voit l'importance ici des rapports rédigés et signés par M. Alassane lui-même. Et il faut se rendre compte de l'horreur et de l'atrocité que l'activité de ce tribunal irrégulièrement constitué a occasionné tout au long des 10 mois d'occupation et persécution à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Prenons le cas de Dedeu Maïga. En septembre 2012, le tribunal l'a condamné à l'amputation. La peine a été exécutée vers le 16 septembre derrière l'hôtel Azalaï. Les deux photographies suivantes peuvent choquer par leur cruauté. À l'époque, cela a glacé le cœur des Tombouctiens. C'est les documents 72 et 73 de notre liste. On voit sur la gauche le moignon de la main droite de Dedeu Maïga et sur la photographie de droite, une personne qui tient sa main coupée. La main est reliée par un fil au pied de la victime. Le procédé est assez macabre, on en convient. Et qui avait arrêté Dedeu Maïga, Monsieur le Président, Mesdames les juges? C'est précisément Monsieur Alassane et Adama, le premier chef de la police islamique. Toujours en termes d'atrocité, je vous passe brièvement une vidéo de janvier 2013, prise à Yobutao. Item 108, 109, 110 de notre liste d'exhibits. بس ما تشدها عريان، ما تشدهاش عريان.
بس ما تشدها عريان تشدش عريان. Et on continue ici à frapper cette femme à terre. Un instant. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Alassane, il sait tout cela. Il est en contact régulier avec Oka, on l'a vu. Il amène ses rapports au tribunal. Il amène les prisonniers. Il connaît la composition du tribunal. Il est au courant de l'usage de la torture par tribunal. Il sait qu'il n'y a pas d'avocat. Il reçoit les copies des jugements. Il l'a dit lui-même. Il exécute les peines et il sait que c'est du jamais vu, il l'a dit. Et il sait aussi parfaitement que le tribunal n'est pas indépendant. Il a déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur, je cite, « Je pose toujours la question si tel ou tel jugement a eu lieu et quand est-ce que ça sera exécuté. On me dit qu'ils attendaient que ça soit approuvé par Abou Zaïd. » Fin de citation. C'est qu'il anticipe, M. Alassane, il est proactif. Il s'enquiert de savoir quand ça va être exécuté. Et s'agissant d'Abou Zaïd, il précise, je cite, ouvrez les guillemets, « L'émir intervient ou se mêle dans les affaires judiciaires. » Fin de citation. Il ajoute, ouvrez les guillemets, « Dans tous les cas de houdoud, l'exécution ne se fait qu'après l'ordre de cet émir. C'est considéré comme une intervention. » Autrement dit, Alassane sait qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. On vient de voir cette vidéo choquante sur une femme qui subit un traitement littéralement inhumain et qui est difficile à regarder. Et laissez-moi un peu développer la question des femmes et jeunes filles qui, il faut bien le dire, ont été les cibles premières d'Ansardine et d'AQMI à Tombouctou. Elles ont particulièrement souffert de leur acharnement et on leur doit d'évoquer la persécution qui les concerne plus en détail. Ansardine et AQMI, Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous l'avez vu, ont imposé des contrôles sévères sur presque tous les aspects de la vie des Tombouctiennes, et ce, quel que soit leur âge. Leur calvaire a commencé dès le début de l'occupation de la ville, et elles vont vivre pendant des mois dans un climat constant d'oppression, d'insécurité et de peur. Un témoin insider a déclaré que pour Ansardine et AQMI, je cite, ouvrez les guillemets, « La femme doit rester à la maison et qu'elle doit s'occuper de la maison et des enfants. Les femmes ne devraient quitter la maison ou aller au travail que si cela est nécessaire. » Fin de citation. C'est en fait bien pire que cela, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Un Tombouctien déclare dans un journal en décembre 2012 « On a vraiment l'impression que ces djihadistes portent en eux la haine du genre féminin. »
Et les faits lui donnent malheureusement raison. En plus des restrictions applicables à tout le monde et que j'ai listées au début, telles qu'imposées par Ansardine et AQMI, ces deux groupes imposent aux femmes et jeunes filles de Tombouctou une multitude de mesures discriminatoires et restrictives de leurs droits et libertés. La liste de ces interdits est trop longue pour être énumérée dans son intégralité. Je cite simplement l'interdiction de porter des bijoux et des tenues traditionnelles, l'obligation de porter le voile et des vêtements couvrant la tête et le corps, l'interdiction d'être seul avec des hommes auxquels elles ne sont pas mariées, l'interdiction même de parler à leur propre beau-frère ou leur cousin, l'interdiction de circuler librement la nuit, ou même l'interdiction de cette pratique qui leur est si chère, tant du point de vue individuel que social. Je fais référence au fait de se regrouper en public pour parler, c'est-à-dire les tontines. Ces règles, Monsieur le Président, Mesdames les juges, oui, Monsieur Duterte. Je suis à votre disposition pour interrompre si c'est le moment. Non, évidemment, vous avez vos 4 heures, oui. Mais je voudrais juste savoir pour le management, pour prévoir, de combien de temps avez-vous encore besoin pour finir vos conclusions finales, hein? Un petit instant. Moins d'1 heure, Monsieur le Président. Très bien. Alors, dans ce cas, je pense que nous allons prendre notre pause déjeuner et nous reprendrons, comme d'habitude, à 14h30. Hein, c'est bien ça, Madame la greffière. Et puis, nous aurons donc devant nous 1h30 et puis vous verrez. Voilà. Alors, nous allons suspendre notre audience. L'audience est suspendue. All rise, we will have